Toutankhamon, l'un des personnages les plus renommés de toute l'Antiquité. Les fabuleux trésors de son tombeau sont célèbres à travers le monde. Toutankhamon semble avoir reçu de parfaites funérailles. Il a été préparé pour l'autre monde de façon somptueuse, digne d'un pharaon. Mais des égyptologues de différents pays restent perplexes. La momie de Toutankhamon est très particulière. C'est l'une des plus étranges que j'ai pu voir. Il se trouve que les choses ne sont pas comme elles auraient dû l'être. Le tombeau de Toutankhamon a quelque chose de bizarre. Certes, il est mort jeune, mais ils auraient dû être mieux préparés. Quand on examine avec soin les trésors de Toutankhamon, on commence à détricoter la légende. La réponse à ce mystère réside peut-être dans une lutte pour le pouvoir, digne d'un thriller moderne. Égypte, 1323 avant Jésus-Christ. Un messager traverse le désert. Il est porteur d'une triste nouvelle. Toutankhamon, le jeune pharaon, est mort. Voici le récit de l'un des tombeaux les plus célèbres de l'histoire et des enjeux considérables autour de la succession du pharaon. Le peuple égyptien prend très au sérieux les funérailles de ses rois. Le pharaon doit être momifié avant d'être placé dans un impressionnant sarcophage. Il est enterré avec tous les biens nécessaires pour son voyage vers l'au-delà. Un rite essentiel pour que le pharaon puisse obtenir sa place parmi les dieux. Si le pharaon ne siège pas aux côtés de ses divinités, il ne peut pas leur faire connaître nos besoins ni leur transmettre nos souhaits. Autrement dit, si le pharaon ne monte pas au paradis convenablement, le monde tel qu'on le connaît s'achèvera. Un cataclysme pourrait s'abattre sur le royaume. Cela signifie que le soleil ne se lèvera pas le lendemain. Il n'y aura plus de cycle lunaire, plus de récolte. La vie disparaîtra et nous avec. Inhumer correctement un pharaon, cela exige du temps et de l'organisation. Au bout des 70 jours prévus pour la momification, le corps du souverain est inhumé. Sa momie demeure intacte encore aujourd'hui. Salima Ikram compte parmi les meilleurs experts dans ce domaine. En examinant les radios de la momie, elle a trouvé un indice qui montre que les funérailles du jeune roi n'ont pas été parfaites. La momie de Toutankhamon est très particulière. Elle n'a rien de comparable avec toutes les momies des 18e et 19e dynasties que j'ai pu examiner. Le procédé de momification semble de piètre qualité, alors que tous les éléments dont il est paré et les trésors de sa tombe témoignent de son importance. Pourquoi a-t-il été aussi mal momifié? Les Égyptiens procédaient à la momification des animaux et des humains de la même manière. Salima va momifier un mouton pour montrer ce que le cas de Toutankhamon a d'inhabituel. La première étape de momification, c'est de retirer les organes internes. Pour l'homme, il faut s'imaginer une personne allongée à laquelle on fait une minuscule incision sur le côté gauche. Sur la momie de Toutankhamon, contrairement aux autres momies de la 18e dynastie, il y a une longue entaille qui va du nombril au flanc gauche. C'est un fait sans précédent. Ces longues incisions sont courantes sous la 26e dynastie. Mais Toutankhamon est décédé 650 ans plus tôt. Salima commence par retirer les organes internes. Tiens-le bien. D'abord le foie. Le voilà. Oh, il est bien accroché. Et aussi très glissant. Merci. Il faut avoir de la force dans le haut du corps pour tirer là-dessus. Et voilà. Toute une série de jolis organes qui sortent bien comme il faut. Ce sont des fragments de poumons. Le cœur, lui, on le laisse à l'intérieur.
C'est impératif. Le cœur doit être présent dans le corps au moment de la pesée de l'âme et de l'accès à la vie éternelle. Autre surprise, à l'examen des radios de la momie, aucun signe d'un cœur. On pense qu'il n'y a pas de cœur à l'intérieur, mais la couche de bandelettes imbibée de résine peut très bien nous le dissimuler. Soit il n'y est pas, soit il est parfaitement caché à l'intérieur. Dans les deux cas, ça n'a rien d'habituel pour une momie de la 18e dynastie. Une fois retirés, les viscères du pharaon sont embaumés, enveloppés et placés dans de petits cercueils. Le tout est inhumé avec le corps dans ces coffres canopes. Après l'éviscération, vient la dessiccation. Salima doit laver la carcasse et la faire sécher. Toutankhamon lui aussi a été lavé à l'eau et au vin de palme, afin d'être désinfecté. Salima remplit la cavité de sacs de natron, un mélange naturel de sel et de bicarbonate de soude. Ensuite, le corps tout entier en est recouvert. Un petit oreiller pour le mouton. Le corps est laissé assécher pendant 40 jours. Le natron absorbe l'humidité et les graisses du corps. Salima constate à nouveau la piètre qualité de la momification. Son corps avait déjà commencé à se détériorer. Peut-être est-il mort à un endroit où ce rite n'a pas pu être pratiqué immédiatement, où il n'y avait pas de natron. Salima Ikram fait une hypothèse intéressante. Toutankhamon a peut-être été tué au combat, ou bien il est mort à la chasse. En tout cas, loin de la vallée du Nil. Les embaumeurs ne pouvaient alors pas agir immédiatement. Le corps devait être rapatrié en toute hâte. Mais il y a peut-être une explication plus sombre à cette momification menée de manière incompétente. Il est possible qu'une personne ait désiré que Toutankhamon soit enterré le plus vite possible. Peter Brand, spécialiste de l'Égypte antique, a étudié le chaos politique qui a suivi la mort du pharaon. Le décès de Toutankhamon a provoqué en Égypte une crise militaire et politique. D'abord, ils perdent une importante bataille face à l'Empire hittite, et ensuite leur souverain meurt. Toutankhamon n'a pas d'héritier. La période des 70 jours débute. La panique s'empare de la vallée du Nil. Il faut inhumer Toutankhamon à temps et lui trouver un successeur. Ils sont 3 prétendants au trône. Il y a d'abord la veuve, Ankhésénamon. La royauté est principalement une affaire d'hommes. Les femmes pharaons sont rares. Si 2 d'entre elles ont précédé Toutankhamon, le trône ne leur est pas destiné. Pour Ankhésénamon, les options sont limitées. Le seul moyen pour elle de conserver son rang, c'est de réussir à épouser le prochain roi. Le deuxième prétendant est Horemheb, le commandant en chef des armées. Peter se rend à Saqqara pour analyser la soif de pouvoir d'Horemheb. Le titre le plus important de toute sa carrière militaire se trouve ici, ce groupe de magnifiques hiéroglyphes. Il y a ce drôle de signe qui signifie surveillant. Il y a ici la figure d'un soldat de l'armée égyptienne qui tient dans sa main un arc. On trouve un oiseau et un hiéroglyphe qui représente une bouche. On a l'expression grand surveillant de l'armée, autrement dit une sorte de généralissime, de chef suprême de l'armée égyptienne. Le pouvoir et l'influence d'Horemheb s'étendent bien au-delà. Il a également reçu des titres honorifiques. Il est surnommé le meilleur des meilleurs, le plus grand des plus grands. Il est appelé le délégué des délégués, l'inspecteur des inspecteurs. Tout cela montre qu'il est l'homme le plus important après le roi. Les bas-reliefs retracent sa carrière telle des curriculums. Mais l'inscription la plus importante située à l'arrière du tombeau pourrait passer inaperçue.
Ce petit groupe de hiéroglyphes ici nous indique qu'il a été nommé héritier du trône. Et par conséquent, il est le successeur officiel de Toutankhamon. Mais Horemheb rencontre un problème. Il mène une campagne militaire hors du pays. Cela laisse une ouverture à un troisième prétendant. Un vieux courtisan nommé Haï. C'est un outsider, mais sa position de chambellan lui apporte beaucoup de relations politiques. L'une de ses fonctions probables est d'organiser les funérailles de son roi, qui vient de mourir. C'est l'occasion pour lui de renforcer ses prétentions au trône. Horemheb absent, Haï doit agir vite. Si Haï souhaite vraiment devenir roi, c'est dans son intérêt d'inhumer Toutankhamon au plus vite, pour afficher ses prétentions politiques. Car dans l'Égypte antique, celui qui enterre un pharaon en devient le successeur. Toutankhamon, en route pour le repos éternel, est cause de nombreuses rivalités. Cela mène la veuve de Toutankhamon à prendre une importante décision qui se retournera contre elle et aggravera la situation dans le pays. Le jeune pharaon Toutankhamon est mort. La première étape du rite de momification a commencé. Dans l'importante lutte pour lui succéder, Haï, le chambellan, a une chance incroyable de consolider ses prétentions au trône. Depuis 1978, Kentwix cartographie tous les tombeaux répertoriés et accessibles de la vallée des rois. L'histoire du tombeau de Toutankhamon suggère qu'Haï a réussi une incroyable manœuvre politique. Kent se souvient de sa première descente dans la dernière demeure de Toutankhamon. Vu les autres tombeaux que j'ai pu visiter avant celui-ci, je m'attendais à découvrir quelque chose de grandiose. Des milliers de mètres carrés consacrés au plus grand des souverains. Voici ce qu'il a trouvé. Un tombeau de 4 salles, étroit et peu impressionnant. On entre et tout y est très décevant. Les parois ne sont pas décorées. Les salles peuvent à peine accueillir une demi-douzaine de personnes. C'était un vrai choc. Kent est persuadé qu'un tel tombeau n'a pas été bâti pour Toutankhamon. Il devait avoir prévu pour lui-même, ailleurs dans la vallée, un autre tombeau digne d'un pharaon. Voici la tombe qui a probablement été désignée pour inhumer Toutankhamon. Il devait être en cours de construction et pas encore prêt à être occupé. Toutankhamon a régné durant 10 ans. Le tombeau était habituellement commandé juste après la succession. Il est surprenant que le tombeau n'ait pas été achevé au moment de sa mort. Voilà de quoi est faite la vallée des rois. C'est du calcaire. C'est la roche que l'on trouve quasiment partout en Haute-Égypte. C'est tendre, facile à creuser. On peut y creuser une tombe relativement facilement. Les fresques de l'époque montrent la manière dont cela se déroulait. Cela demande peu d'efforts et pas trop de temps. On estime qu'un groupe d'environ 8 ouvriers pouvait déblayer quotidiennement l'équivalent d'1 mètre cube de roche calcaire. À ce rythme, il aurait fallu compter 15 mois pour un grand tombeau. Le fait que la tombe royale de Toutankhamon n'ait pas été achevée durant ses 10 ans de règne pourrait être dû à des circonstances particulières. La fin de la XVIIIe dynastie marque une période de trouble pour le peuple égyptien. Il traverse une série de crises. L'Égypte est en guerre. Et Toutankhamon connaît de graves problèmes dans son pays. Il dirige un pays qui se remet des bouleversements causés par son père. Surnommé le pharaon hérétique, Akhenaton a abandonné le culte des dieux habituels et banni les prêtres. Il a instauré le culte du dieu Soleil et construit une nouvelle capitale religieuse, Amarna. Cela bouleverse l'économie et perturbe la population.
Lorsqu'Akhenaton meurt, le culte disparaît avec lui. Toutankhamon a dû lutter pour réinstaurer la religion traditionnelle. Il a même érigé une stèle pour rappeler ces faits. Kent pense que ces perturbations expliquent le fait que la tombe soit restée inachevée. Il se passait quelque chose à l'époque, c'est évident. Ça a pu être des guerres, la fin de la période amarnienne, les crises économiques, ça a pu être la mort soudaine de Toutankhamon ou même un mélange de tous ces facteurs. Cette tombe inachevée pose un problème à Haï. Les avis divergent quant à la suite des événements. Kent pense que Haï a pu décider d'inhumer Toutankhamon dans la tombe qu'il faisait construire pour lui-même. Ils ont pu échanger leurs tombeaux. Toutankhamon est mort de façon soudaine. Il a fallu se dépêcher de l'inhumer. Un tel échange est un acte politique de génie. Quand Haï a fait l'échange des tombeaux, il a pris de l'importance. Il s'octroie un tombeau royal et s'affirme alors comme un successeur légitime. Un autre problème se pose. Par sa taille et son agencement, le tombeau n'a rien de royal. Kent estime cependant qu'il y avait là tous les éléments nécessaires. Donc, Haï a dû penser que cela constituait un lieu acceptable pour le repos d'un roi. La tombe de Toutankhamon semble n'avoir rien de commun avec les tombes royales que nous connaissons. Mais il suffit de pas grand-chose pour la transformer en une tombe royale standard de la 18e dynastie. Quand on fait pivoter de 90 degrés les 4 salles de la tombe, le couloir d'entrée et la chambre funéraire se retrouvent alignés. Un modèle plus traditionnel. Et voilà, le plan classique d'une tombe de la 18e dynastie. Haï est alors tout proche de devenir le prochain roi d'Égypte. La veuve de Toutankhamon est dans une position délicate. Si elle veut rester au pouvoir, Ankhésénamon doit épouser le successeur avant les funérailles. Ce dernier doit être présent pour réaliser le rituel d'ouverture de la bouche qui prépare le corps à la vie dans l'au-delà. Ankhésénamon fait donc un pari diplomatique désespéré pour conserver sa position. Elle écrit au souverain de l'Empire hittite, l'actuelle Turquie, pour demander de l'aide. La réalité dépasse la fiction, impossible d'inventer une telle histoire. Les Hittites ont conservé cette étrange missive dans leurs archives. Peter Brand l'a étudiée attentivement. Elle dit en substance que son mari est mort et qu'il n'a pas de fils. Mais le roi hittite avait de nombreux fils, donc elle lui demande de lui envoyer l'un d'eux pour qu'il devienne son mari, et par conséquent le nouveau roi d'Égypte. Un pari dangereux. Tout cela se déroule dans un climat d'extrême tension, parce que l'Empire égyptien est en conflit avec l'Empire hittite. Horemheb a mobilisé l'armée, ici, à la frontière. Et les Égyptiens et les Hittites se battent ici, en Syrie, près de Kadesh. Un acte désespéré. La reine dit qu'elle a peur. Elle redoute d'épouser une personne qui n'est pas de sang royal, Horemheb ou Haï par exemple. Elle ne veut pas. La veuve manque de temps. Pour que son pari soit payant, la lettre doit arriver avant les funérailles de son mari. Tandis qu'Ankhésénamon attend son prince, de nombreux ouvriers travaillent aux milliers d'objets qui doivent accompagner Toutankhamon dans son voyage vers l'au-delà. Haï rencontre un autre problème. Le cercueil de Toutankhamon doit être placé à l'intérieur d'un sarcophage. Haï n'en possède pas. « 40 jours se sont écoulés depuis la mort de Toutankhamon. Le temps vient à manquer. Il reste 30 jours avant les funérailles. Ça met du temps à fondre. Salima Ikram, une égyptologue, s'évertue à montrer à quel point Toutankhamon a été mal momifié. Comme ce mouton, les organes du pharaon ont été retirés et son corps a séché. À présent, Salima recouvre le mouton d'huile.
Toutankhamon a dû bénéficier des meilleures huiles. L'huile est utilisée non seulement pour son aspect sacré, mais aussi pour le fait qu'elle rend au corps sa flexibilité. En huilant Toutankhamon, il a été possible de placer ses bras en position croisée, sans qu'ils ne se rompent. Salima scelle le corps avec des résines chauffées, souvent de l'encens ou de la myrrhe. Le corps prend un éclat doré. Le pharaon passe alors de l'humain au divin. Mais là encore, Toutankhamon a été momifié de façon inhabituelle. D'importantes quantités de résine ont été utilisées. On ne sait pas trop pourquoi Toutankhamon a été recouvert d'autant de résine et d'huile. Peut-être était-ce pour couvrir un travail bâclé. Peut-être ont-ils ajouté de la résine pour dissimuler leur niveau d'incompétence. Ou bien alors pour couvrir leurs erreurs et éviter d'essuyer toute une série de critiques. Quelle que soit la raison, le résultat est là. Son corps a été comme carbonisé. Je peux sentir la chaleur sous mes mains. S'ils ont utilisé énormément de résine chaude, ce n'est pas surprenant que la momie de Toutankhamon apparaisse comme calcinée. L'ultime tâche, durant les 30 derniers jours, est d'envelopper le corps dans du lin. Salima découvre enfin une chose digne d'un pharaon. Même si la momification n'a pas été réussie, le corps a été extrêmement bien enveloppé. C'est du travail de qualité. La momification du mouton est terminée. La momie de Toutankhamon est placée dans un magnifique cercueil en or massif. Deux autres cercueils viennent recouvrir le premier pour davantage de protection. Le tout est placé dans un sarcophage de pierre dans le tombeau. En 1450 avant Jésus-Christ, les sarcophages sont finement ciselés et décorés. Celui de Toutankhamon est en quartzite. Les experts Marianne Eaton-Krauss et Dennis Stocks l'ont étudié et ont noté des anomalies. Comment un ouvrage de telle facture a-t-il pu être réalisé en 70 jours? La réponse se trouve peut-être ici. En Angleterre, à York, dans la plus grande cathédrale gothique du nord de l'Europe. Une équipe de 25 tailleurs de pierre et sculpteurs rénove l'édifice. Dennis Stocks, archéologue expérimental, leur a proposé un défi. Quand on observe de près, le style semble naïf, mais ça demande un sacré savoir-faire. C'est vraiment superbe. C'est un véritable chef-d'œuvre. Dave Willett, sculpteur, a choisi de reproduire le visage de la déesse Isis présent sur le sarcophage. Dennis et lui tenteront d'évaluer le temps qu'il a fallu aux sculpteurs de l'époque pour réaliser l'ensemble du sarcophage. Si l'on regarde la finesse de la sculpture, comme là, autour de l'œil, près des lèvres, c'est un travail absolument magnifique. Là où les lèvres se recourbent, ça a dû nécessiter beaucoup de travail. Absolument. Dave a l'habitude de travailler le calcaire. La question est de savoir comment traiter le quartzite, l'une des roches les plus dures au monde. Il utilise d'abord un de ses burins en acier. Ça marche, oui. C'est efficace. Je peux m'en servir. Oui, mais C'est vrai qu'il va s'user rapidement. Puis il teste un burin fait de bronze, matériau qu'utilisaient les Égyptiens. C'est pas terrible. Dave n'est pas convaincu par ces deux outils. Après des années de recherche sur les techniques archaïques, Dennis a conclu que les Égyptiens utilisaient du silex. C'est bien plus efficace que le bronze. ça semble fonctionner. C'est bien mieux que le bronze. Avec une roche aussi dure, on voit qu'on a besoin de pierre pour travailler la pierre.
Oui, absolument. Dave se met au travail. Le visage de la déesse est en relief. Une fois le tracé réalisé, il doit tailler la pierre autour, une tâche qui s'annonce laborieuse. C'est très différent d'utiliser un outil fait de pierre plutôt qu'un outil fait d'acier. Ça va être difficile pour lui au début, mais il va s'y habituer. Je crois qu'il va lui falloir réapprendre à tailler la pierre. En Égypte, Marianne Eaton-Krauss examine le sarcophage de Toutankhamon. Durant des années, déroutée par des anomalies au niveau des 4 déesses ailées, elle a étudié les photographies. Cela l'a menée à faire une incroyable découverte. Si on commence ici, à la tête du sarcophage, on peut constater combien ces figures sont extrêmement détaillées. On voit le collier qui a été réalisé en relief, le nœud dans la bretelle de la robe, et aussi le nombril, la position du pied et les bracelets aux chevilles. À l'autre extrémité, tout est différent. Ici, nous avons la déesse Serket. On retrouve bon nombre de détails, mais ceux-ci sont seulement peints. Elle n'a pas de nombril. La tête du sarcophage a été très travaillée. On voit que cette extrémité-ci a été peinte et plutôt à la hâte. Dans la cathédrale d'York, le sculpteur Dave Willett commence à comprendre pourquoi certaines parties sont plus abouties que d'autres. Il lui a fallu 50 heures pour tailler la pierre et faire ressortir le visage. Il découvre comment les Égyptiens ont pu réaliser le sarcophage et ce qu'ils ont dû endurer pour y parvenir. En utilisant des morceaux de granit, ils ont pu retirer de grosses portions de pierre parce que c'est bien plus efficace que d'utiliser du silex. Mais c'est un travail extrêmement difficile. Ils devaient être complètement épuisés. Il fallait être costaud pour faire ça toute la journée. Dennis Stokes, passionné d'archéologie expérimentale, essaie d'évaluer le temps qu'il a fallu pour réaliser l'ensemble du sarcophage. Ses recherches le mènent à penser qu'avant même de sculpter la pierre, les Égyptiens creusaient le cœur du bloc de quartzite. En utilisant des tubes de cuivre, un arc pour les faire tourner et du sable pour creuser, en mobilisant 3 équipes travaillant chacune 8 heures par jour, il aurait fallu compter 536 jours, soit 18 mois. Finalement, après 4 semaines de labeur, Dave a terminé la déesse. Hey, impressionnant! On a l'impression qu'elle nous regarde. Oui. C'est du beau travail, bravo. C'est vraiment incroyable de parvenir à produire autant de détails avec un si petit morceau de silex. Oui, c'est vraiment étonnant. Au départ, je ne pensais pas m'en sortir avec du silex. Mais je me rends compte maintenant du savoir-faire des artisans de l'Égypte antique. D'après cette expérience, Dave estime qu'il faudrait 6 années à un seul homme pour réaliser le sarcophage. Mais tout suggère qu'il s'agit de l'œuvre d'une équipe d'artisans. Combien d'hommes pouvaient travailler en même temps sur ce projet? Je dirais 8 ou 10 personnes. Bien, alors disons 10. Cela nous ramène à 8 mois de travail. Le sarcophage n'a pas pu être réalisé dans la période des 70 jours. Toutankhamon aurait donc dû le commander avant de mourir. Mais Marianne Eaton-Krauss pense qu'il pourrait y avoir une autre explication. J'ai remarqué quelque chose qui m'a véritablement surprise. Il y a des traces d'inscriptions antérieures. Si l'on regarde de près, on devine ici une sorte de rond, un signe utilisé dans le mot égyptien signifiant éternité. Ici en bas, on voit le signe du T, la lettre T.
Et là, on a une ligne transversale et juste à côté, un petit fragment d'une autre ligne. C'était la ligne de séparation qui allait jusqu'au-dessus. Il y aurait sous les inscriptions du sarcophage d'autres hiéroglyphes. Les ailes des déesses sont porteuses d'autres révélations. Il est évident que les ailes ont été rajoutées. On voit des restes de hiéroglyphes. Il y avait là toute une colonne de signes. Pour les artisans, les ailes ont donc joué un double rôle, masquer les premières inscriptions et réduire la surface à retravailler. C'était une solution pratique. Cette décision a été prise simplement parce qu'elle permettait de gagner du temps. Ces découvertes l'amènent à une seule conclusion possible. Je suis persuadée que le sarcophage n'était pas destiné à Toutankhamon, que c'était celui de l'un de ses prédécesseurs. Toutankhamon a hérité d'une tombe de seconde main. Si le sarcophage n'est pas le sien, peut-être que le reste du célèbre trésor ne lui a jamais appartenu. La période de deuil de 70 jours touche à sa fin. Toutankhamon sera bientôt enterré. Ankhésénamon attend toujours des nouvelles d'un roi hittite méfiant. Elle a misé tous ses espoirs sur l'arrivée d'un prince qui prendrait le pouvoir à ses côtés. Les Hittites finissent par admettre que l'offre est sincère. Ils envoient un prince en Égypte pour épouser la reine et il meurt en route de façon mystérieuse, ce qui crée un grave incident diplomatique. Pour les Hittites, les Égyptiens sont responsables de la mort du prince. Le pari d'Ankhésénamon d'épouser un Hittite tourne court. Le roi hittite donne l'ordre d'attaquer l'Égypte en représailles. Au lieu d'avoir un mariage royal et un traité de paix, on a une défaite militaire et un fiasco diplomatique. Et la pauvre Ankhésénamon n'a toujours pas de mari. Par son action, elle aggrave la situation en Égypte et, sans le vouloir, tranche le problème de la succession. Durant toute cette crise, Horemheb doit se trouver quelque part sur le terrain, ici en Syrie, à la frontière de l'Empire égyptien, pour défendre le royaume contre une attaque des Hittites. Il est occupé par ce conflit et ne rentrera chez lui qu'après les funérailles. Il ne reste plus que Haï, le chambellan. La partie est terminée pour la reine Ankhésénamon. Elle n'aura pas de mari. En revanche, pour Haï, la partie ne fait que commencer. Un pharaon n'est jamais enterré sobrement. Toutankhamon doit être inhumé avec ses biens et les objets religieux qui le mèneront vers l'autre monde. Tout doit être fait dans les règles. À 4000 km de là, un chercheur estime que ces préparatifs ont quelque chose d'étrange. Ici, en Angleterre, à l'Institut Griffiths, l'égyptologue Nicholas Reeves étudie les clichés des trésors de Toutankhamon tels que les a trouvés Howard Carter en 1922. Il espère découvrir combien de ces objets, comme le sarcophage, ont été recyclés. Je pensais très bien connaître cette sépulture. Et à force de regarder les détails encore et encore, j'ai commencé à voir les choses sous un autre angle. Nicolas examine les bijoux retrouvés dans le tombeau. Il découvre que le nom de Toutankhamon, inscrit dans les cartouches, semble en recouvrir un autre, et que les titres accolés ne sont pas les siens. Ces deux premiers hiéroglyphes, ces signes Eka Nefer, signifient bon dirigeant. Cette expression ne semble jamais avoir été utilisée pour désigner Toutankhamon. Elle s'applique à une autre personne, Akhenaton. Akhenaton, père de Toutankhamon et infâme hérétique, a abandonné le culte des dieux traditionnels pour un dieu unique, reniant le pouvoir des prêtres. La conclusion qui s'impose, c'est que beaucoup de ces bijoux ont été réalisés pour quelqu'un d'autre. Le nom Toutankhamon a été inscrit pour les funérailles. Nicolas examine la pièce la plus célèbre.
le cercueil extérieur présente un étrange détail. Sur le devant et de chaque côté, il y a ces pans qui semblent comme tressés. Cette coiffure unique n'était arborée que par un seul homme, Akhenaton. Nicolas découvre que des cartouches ont été modifiées sur le deuxième cercueil. Mais la découverte la plus importante concerne le masque mortuaire. Nicolas est intrigué par une ligne de soudure. Ça peut être un trait de fabrication, la façon dont il les produisait, mais je ne crois pas. Il examine ensuite de quoi est fait le masque. Les incrustations de la coiffe sont en verre bleu. Sur le masque, c'est du lapis lazuli. Cela suggère une modification, une volonté d'améliorer. Cela le conduit à une étonnante conclusion. Je pense qu'on peut affirmer qu'il s'agit du visage de Toutankhamon. Mais je crois que le masque lui-même n'a pas été fait pour Toutankhamon. Alors qu'il examine et répertorie, Nicolas est surpris de trouver une présence féminine dans un tombeau d'hommes. Certaines des statues ont des formes féminines. Et ces bouchons de pierre, finement ciselés à l'image du pharaon, ont aussi des attributs féminins. Ils viennent sceller des coffres en or qui renferment les organes embaumés. Mais ce matériel funéraire a-t-il bien été fabriqué pour Toutankhamon? Nicolas est à la recherche d'indices. Il n'y a rien à l'extérieur. En revanche, l'intérieur réserve des surprises. À l'intérieur, le texte a été modifié avec beaucoup moins de soin. Le nom du propriétaire antérieur est encore lisible. Il s'agit de Néfertiti, qui a régné aux côtés d'Akhenaton. Néfertiti, la célèbre reine de l'Égypte antique. Il se trouve que le tombeau de Toutankhamon ne renfermait pas seulement ses trésors, mais également ceux de son père et probablement de sa belle-mère. Si Haï était pressé d'inhumer Toutankhamon, c'était un bon moyen d'agir rapidement. Mais ces raisons étaient aussi d'ordre politique. L'histoire débute en 1907. Les archéologues qui fouillent la vallée des rois découvrent le tombeau KV55. Cela semble être une cachette pour une dépouille royale et du matériel funéraire. Nicolas Reeves pense que ces restes ont été rapportés d'Amarna à la mort de Toutankhamon. Tout cela a été rapporté dans la vallée des rois, empilé dans un coin. Ce qu'il fallait pour les funérailles de Toutankhamon a été récupéré. Ce qui restait a été replacé auprès de leur propriétaire. C'est comme si les prêtres refusaient de préparer Toutankhamon pour son dernier voyage et qu'ils en profitaient pour se débarrasser de ce qui était lié à la période amarnienne. C'est mis au tombeau et scellé dans l'espoir de tout oublier. Nicolas rassemble les preuves et évalue l'ampleur de cette opération de réutilisation. Je ne serais pas surpris si 80% des objets présents dans le tombeau provenaient d'autres propriétaires. C'est peut-être même plus. S'il dit vrai, 8 objets sur 10 du trésor de Toutankhamon appartiennent à d'autres personnes. Le musée égyptien du Caire. Ici se trouvent exposées les 4 structures dorées provenant du tombeau. Celle-ci fait la taille d'une grande voiture. Elle fascine depuis longtemps l'égyptologue Zahi Hawass. Ces coffres-chapelles, ce sont les réalisations les plus belles du tombeau. Elles protégeaient la momie. C'est là que le roi reposait. Ces structures font partie d'un assemblage magique requis pour mener Toutankhamon vers l'au-delà. Mais là encore, tout n'est pas à sa place. La momie de Toutankhamon, enfermée dans 3 cercueils, est placée dans son sarcophage de fortune en pierre.
Les artisans ont ensuite assemblé la première des 4 structures. Les 3 autres sont venus s'emboîter par-dessus comme des poupées russes. Chaque chapelle est faite de 51 pièces et est ornée de textes et de figures divines. Sous la première chapelle est fixé un drap mortuaire en lin. La taille de ces structures a dû représenter un défi pour les ouvriers. Dans cet espace exigu, une fois les structures en place, il n'y avait pas plus d'1 mètre de chaque côté. Et les repères existants se limitaient à de petits hiéroglyphes encore visibles sur la seconde structure. Cela montre que cette pièce se rattache à celle-ci et que cette autre pièce se rattache à celle-là. C'est ainsi que les ouvriers ont pu assembler ces structures. Regardez, on retrouve ce signe et encore ces deux-là. Voilà comment cela a été possible. La tâche est colossale. Certaines pièces pèsent 1 demi-tonne. Personne ne peut imaginer comment ces ouvriers ont pu travailler dans un lieu aussi étroit. Quand je pénètre dans la chambre funéraire, j'imagine combien ces gens, il y a plus de 3000 ans, étaient dévoués à leur tâche. Ils ont fait un travail remarquable pour s'assurer que ce jeune homme puisse s'élever avec son trône au milieu des dieux. Un ouvrage au millimètre près qui semble avoir été parfaitement calibré pour la chambre funéraire et le sarcophage. Mais sur certains des panneaux de bois, on trouve le disque solaire associé à Akhenaton. À Oxford en Angleterre, Nicholas Reeves tire ses conclusions. Comme pour le reste, quand on examine de près ces chapelles, on s'aperçoit que tout n'est pas totalement parfait. Certains cartouches portant le nom de Toutankhamon semblent avoir été modifiés. Il semble parfaitement évident que certaines chapelles, si ce n'est toutes, ont été fabriquées pour d'autres souverains. Haï est en passe de réussir. Le trône est à portée de main. Par une action audacieuse, Haï renforce sa légitimité. Les derniers objets arrivent dans la vallée des rois pour être enterrés aux côtés de Toutankhamon. On imagine les funérailles d'un pharaon menées avec le plus grand soin, mais on s'aperçoit que ça n'a pas toujours été le cas. Les 4 salles du tombeau renferment près de 5500 objets. La plupart recouverts ou faits d'or. Plus de 2000 sont stockés dans l'annexe. Cette salle plus petite a été pillée. Cependant, l'égyptologue Marianne Eaton-Cross retrouve les marques d'un travail bâclé. Vers la fin, certains de ces objets ont dû être jetés. C'est le signe d'une certaine précipitation, d'un désir d'en terminer. Marianne étudie le plan de l'antichambre tel que l'a trouvé Howard Carter en 1922. Cette salle semble avoir été remplie de façon ordonnée. Mais elle remarque, au milieu du reste, un tabouret cassé, preuve de méfait. Pour ce tabouret, 3 pieds ont été retrouvés ici. L'assise et le 4e pied étaient à cet endroit, dissimulés derrière ces chars. Il est évident que ce tabouret a été démonté. Tout en haut des pieds, il y avait des bandes en or. Elles ont disparu. Elle pense que la tentation de chaparder était forte en voyant les objets passer de main en main jusqu'au tombeau. Toute tombe royale est ornée de fresques murales représentant des scènes de l'autre monde pour accompagner le pharaon dans son voyage. Un élément qui ne peut en aucun cas être de seconde main.
Betsy Bryan, expert en art, étudie la façon dont cela a été fait. Elle recherche les traces d'un travail précipité. Ce petit tombeau a représenté un vrai défi pour ceux qui ont dû travailler là. Chose peu habituelle pour une tombe royale, les personnages sont presque grandeur nature. Ils sont bien plus grands que ce qu'on s'attendait à trouver dans un lieu si étroit. C'est vraiment la conséquence directe d'un manque de temps. Il fallait plusieurs mois pour décorer une tombe royale plus grande comprenant différentes salles. Ce n'est pas le cas ici. Si tout le monde est mis à contribution, c'est possible de décorer une telle salle en 2 jours. C'est pas si compliqué. Par manque de temps et de surface, les artistes ont imaginé une version condensée du passage de Toutankhamon de ce monde à l'autre. C'est vraiment fascinant. On commence de ce côté-ci. Il est dans ce monde en momie. D'un seul coup, il marche. Et le temps d'arriver au bout de cette paroi de 6 mètres, il est déjà dans l'autre monde, un dieu parmi les dieux. Betsy Bryan n'a aucun doute sur la qualité du travail. Il faut bien l'avouer, c'est un travail plutôt médiocre. C'est du travail bâclé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a une scène qui fait l'originalité de ce tombeau. Un homme habile a fini par s'emparer du trône vacant. La conclusion d'une histoire inscrite pour l'éternité sur cette paroi du tombeau. Ici, on a la représentation du rituel de l'ouverture de la bouche réalisé par le successeur de Toutankhamon. C'est quelque chose d'inédit, en particulier dans une tombe royale. Pour le successeur, l'objectif est clairement d'asseoir sa légitimité. Il n'y a aucun doute quant à l'identité du personnage. Le cartouche au-dessus révèle son nom. Il s'agit d'Aï. Aï a surpassé ses adversaires et s'est proclamé pharaon. Bien évidemment, c'est un moyen de légitimer son action. C'est une façon d'affirmer qu'il est l'héritier légitime. Il s'affiche en grand de la manière la plus ostentatoire possible. Enfin, le tombeau est prêt. L'enfant roi est mené de façon triomphale vers l'au-delà. Le pharaon Aï, qui a réussi à s'imposer comme successeur, règne jusqu'à sa mort, 4 ans plus tard. Il est inhumé dans le tombeau initialement destiné à Toutankhamon. Horemheb finit par accéder au pouvoir à la mort du pharaon Aï. Dans une volonté d'asseoir sa légitimité, il a fait détruire de façon systématique toute trace d'Aï et de Toutankhamon. Mais qu'est-il advenu d'Ankhésénamon? Certains détails suggèrent qu'elle aurait épousé Aï. Elle disparaît ensuite des récits. Je pense que toute cette histoire de succession prouve que la politique est un jeu et que tout le monde joue pour gagner, surtout à cette époque. Toutankhamon n'était pas l'un des plus grands pharaons. Nous le connaissons aujourd'hui parce que son tombeau est resté quasi intact durant près de 3000 ans. Les récents travaux d'analyse ont montré que ses funérailles ont été précipitées. La lutte entre les puissants désireux de s'emparer du trône a relégué au second plan le soin apporté aux funérailles. Mais les recherches effectuées au sein de ce célèbre tombeau nous ont offert autre chose. Un aperçu fascinant des splendeurs de l'Égypte antique. S'il s'agit des trésors d'un roi insignifiant, que pourrait bien renfermer le tombeau intact d'un souverain important? On ne peut que l'imaginer.